Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ces quelques minutes de retard, un petit souci technique. J'espère que la qualité du son est optimum. Chez nous, on a galéré un peu, mais maintenant ça va mieux. Donc bienvenue pour ce 12e Selling Café. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant qu'on vous propose. Euh, ok. Qu'on vous propose des Selling Café, donc des webinaires mensuels sur des sujets techniques. Et aujourd'hui, on a voulu regarder les innovations dans le domaine de la voile de compétition qui contribuent à la décarbonation, à la RSE dans sa globalité. J'ai le plaisir d'accueillir Étienne Le Pen de la société Kairos. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Bonjour Antoine Jarry-Lacombe de la société Merconcept. Bonjour Antoine. Bonjour. Et Fred Moreau qui est avec moi depuis le Salon nautique de Saint-Malo. Bonjour Fred. Bonjour à tous. De la société All Purpose. Ce qui est bien, c'est que ces trois personnes-là travaillent ensemble et se connaissent très bien. Donc, on va vous proposer une petite discussion. Et avant de commencer, c'est vrai qu'on dit souvent que la voile de compétition est un laboratoire d'innovation flottant. Et on a voulu voir parmi ces innovations ce qui pouvait contribuer à la décarbonation. Alors, j'ai fait un petit tour, je suis parti d'une image d'un IMOCA, parce que c'est une des classes qui innove beaucoup, pour essayer d'identifier quelques innovations justement dans ce sens-là. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les pneus électroniques de Michel Desjoyaux, qui aujourd'hui servent dans les éoliennes et demain dans les bateaux de transport à la voile pour amener des datas sur ce qui se passe en hauteur grâce à ces pneus électroniques. Donc, un autre exemple, ce sont les hydrogénérateurs de Watt&Sea qui sont aujourd'hui sur tous les bateaux de course, qui permettent de gagner en autonomie énergétique. Et la photo de droite que vous avez, c'est le dernier Morito d'IDB Marine, qui est équipé d'un moteur électrique qui, quand il avance à la voile, l'hélice permet de recharger le moteur électrique. Et sur un Concarneau, les Glénans, le moteur est complètement rechargé, ce qui amène du coup un bateau à propulsion 100% décarbonée. Hop. Voilà. Ensuite, il y a le sujet du routage. Ça, c'est un sujet super intéressant. C'est-à-dire que voilà, les marins sont habitués à faire leur route avec des données météo multiples et variées et à faire des choix. Et aujourd'hui, des sociétés comme Marine Weather Intelligence travaillent pour le monde maritime pour aider les gros cargos à mieux faire leur route plutôt que d'aller tout droit. Grâce à ces outils et ces algorithmes, il leur permet déjà d'arriver à l'heure. Et ensuite de simplement se dérouter de quelques milles pour profiter de vent arrière ou de courants importants pour permettre d'économiser du carburant. On parle de 3 à 5% quand même d'économie de carburant sur ces gros paquebots qui consomment des quantités astronomiques de fuel lourd. Autre exemple, plutôt pas forcément décarbonation, mais la société CAI, avec son outil de détection en mer, permet d'éviter les collisions avec des objets flottants et bien sûr les mammifères. Et cet outil, aujourd'hui, commence à être utilisé dans le monde du maritime, qui est aussi responsable d'un grand nombre de collisions, et ce qui permet aux marins de peut-être dérouter leur route ou d'éviter des containers ou des filets. L'électronique, c'est un sujet aussi très intéressant. Aujourd'hui, les bateaux sont bardés de capteurs. On a un très grand nombre de données. Ici, on a les outils de Pixel sur mer qui permettent de monitorer les bateaux et d'analyser et de simplifier l'arrivée des données. Et tous ces sujets de performance, d'analyse de données, etc., là aussi, commencent à arriver dans le monde maritime. Et qui dit performance dit finalement dans le maritime plutôt efficacité. Et on rend les bateaux plus efficaces. Ça coupé. Mauvais karma. Ensuite, le sujet des foils est intéressant et ça fait déjà un premier lien avec les sujets d'Antoine.
Les foils, donc aujourd'hui sur les IMOCA, ont été éprouvés. On a prouvé leur efficacité et aujourd'hui on est sur des foils qui sont éprouvés. Et aujourd'hui, les foils sont utilisés dans tout un tas d'autres domaines. En haut à droite, ce sont des projets de Merconcept, les projets de Zodiac, de semi-rigide à foil de la société Sierre. Et même dans le domaine du foil, on continue à innover puisque on a présenté au dernier Selling Café les foils d'Adrien Marchandise d'Azel Robotique, faits en thermoplastique et en résine recyclable. Donc même sur les matériaux des foils, l'innovation continue pour avoir un impact moindre. Ensuite, il y a le sujet d'EMA. Là, c'est des photos de la société Lorima, qui est membre du consortium SolidCell, qui permet aujourd'hui de faire des très grands mâts qui vont sur les très gros bateaux. Donc, SolidCell aujourd'hui conçoit des mâts pour le navire à passagers d'Orient Express ou le cargo roulier Neoline. Et donc, il y a les mâts, il y a les voiles. Et donc, la maîtrise des matériaux de ces sociétés-là permet aujourd'hui de parler de transport à la voile. Et on y reviendra aussi avec le projet Vela, qui, du coup, a été développé avec la société Merconcept, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et enfin, l'innovation qui me permettra de donner la parole à Fred et la société All Purpose. On innove dans les matériaux des voiles, sur des nouveaux matériaux, enfin des biomatériaux, et la recyclabilité de ces voiles pour à nouveau réduire l'impact qu'on trouve aujourd'hui sur des bateaux pas forcément de course au large. Donc voilà pour ce petit préambule. Et pour commencer, je vais donner la parole à Étienne qui travaille à la société Kairos. Finalement, la société Kairos est assez intéressante puisque c'est l'ensemble de la société qui est partie du monde de la voile et qui aujourd'hui travaille sur les sujets environnementaux. Étienne, tu es responsable de éco-conception et ACV. Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu plus sur ton métier ? Oui, merci Arnaud. Donc comme tu l'as bien introduit, c'est vrai que Kairos Sailing a été créé pour accompagner Roland Jourdain dans ses projets de course au large. Et donc voilà, à la suite d'un bilan carbone qui a été réalisé sur Veolia, l'IMOCA Veolia, il a axé ses actions principalement sur les matériaux qui représentent en grande partie l'impact de la fabrication et même de en intégrant l'utilisation sur un Vendée Globe. Et moi, j'ai intégré donc le bureau d'études en 2022, c'est ça. Et donc mon rôle consiste à valider l'intérêt des matériaux biosourcés et à faible impact environnemental dans un cadre d'un même usage. Donc vraiment, j'accompagne mes collègues dès qu'ils ont des idées, des innovations. Moi, je mets des chiffres en face de ces innovations. D'accord. Donc c'est la partie ACV, analyse de cycle de vie, que tous les teams pratiquent aujourd'hui en fait. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous travaillez dans d'autres domaines que la voile aussi. Ouais, tout à fait. Même de moins en moins. C'est vrai qu'on a identifié des demandes de la part d'autres secteurs et on voit bien qu'il y a alors pas un transfert de technologie parce que c'est vrai qu'on travaille avec des secteurs qui sont vraiment qui ont plus de moyens, plus de volume, mais comme tu l'as bien dit au début, je pense que la course au large et la voile de compétition, c'est un laboratoire technologie et donc toutes ces innovations à l'échelle prototype qu'on peut pas en fait mettre en place, notamment je donne l'exemple du recyclage où on a des volumes trop faibles pour pouvoir essayer des process. On a des secteurs qui eux sont en mesure d'y aller et donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose de concret de travailler avec eux puisqu'on peut vraiment aller au bout des pistes d'amélioration qu'on leur propose. Et au niveau des secteurs, on est sur des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, le mobilier et les transports notamment en ce moment de denrées et des camions frigorifiques. D'accord. Donc oui, effectivement, c'est bien diversifié.
C'est-à-dire que le chemin, c'était le sailing, puis les biomatériaux, et aujourd'hui, il y a un vrai savoir-faire sur l'éco-conception au global et dans le monde de l'industrie. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils avaient déjà la démarche, on va dire, d'éco-conception et ils avaient besoin de nous pour, euh, pour aller un peu plus loin. Et j'insiste vraiment sur l'aspect matériaux et notamment matériaux composites et process associés. De par l'intégration de matériaux à faible impact environnemental, pas forcément biosourcés, mais on peut continuer en fait à travailler avec les matériaux que eux utilisent, mais aller vers des technologies qui sont moins impactantes. Enfin, voilà, on recalcule un peu leur leur impact et on essaie de voir où on peut gagner. D'accord. Et dans les équipes, est-ce que c'est étanche entre les équipes sailing et les équipes environnement ou tout le monde travaille sur différents projets est-ce que ça communique? Alors, c'est vrai que on n'a pas eu vraiment de. Alors, on a vraiment des petits projets, je pense, sur des pièces vraiment tout simples, non structurelles, mais je pense qu'on peut faire plus aujourd'hui. Alors, je vais pas dire que c'est pas, on va dire, la priorité, mais on peut quand même le dire, mais c'est vrai on peut faire plus. On aimerait bien travailler, notamment un peu plus avec les équipes qu'on héberge. Dernièrement, on a eu Maxime Sorel et Direct Soudé. Donc, on a des projets. Et puis, bon, je laisserai Fred parler de projets sur lesquels on travaille ensemble, mais il y a des belles choses à faire. Oui, donc c'est vrai que vous travaillez avec All Purpose et aussi avec Merconcept. Vous avez même créé un GIE. Est-ce que Ouais. toi ou Antoine peuvent nous en dire deux mots avant de vous donner la parole? Peut-être Antoine. Ouais, je pense qu'Étienne en parlera mieux que moi. Vas-y. ouais. Du coup, SGIE a été créé pour qu'on puisse allier nos compétences chez Merconcept sur l'aspect matériaux, tests et ingénierie, calcul de structure. Et nous, notre capacité à analyser, on va dire, les bénéfices environnementaux. Ils ont également quelqu'un chez eux qui fait de l'ACD. Et on travaille essentiellement pour le coup sur les projets de nautisme, transport maritime. Et on a développé un outil en commun qui nous permet vraiment de faire du cas spécifique et de l'ACD a priori. ACD a priori, c'est vraiment intégrer le facteur environnemental en amont de toute production. Donc, c'est-à-dire que dès la phase de conception, on arrive à estimer les résultats. Et donc, c'est un gros gain et on essaye de tendre vers ce genre de projet. D'accord. Antoine, toi, tu es chef de projet dans le mobilité marine dans cette belle entreprise qui est Merconcept. Je vais partager ta présentation. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots aussi de ton boulot d'abord pour commencer? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merconcept, à l'image de Kairos Sailing, c'est une société qui a été créée par François Gabard pour héberger ses projets de course au large. Au fur et à mesure du temps, François a hébergé d'autres projets, dont dernièrement le projet gagnant du Vendée Globe massif avec Charlie Dalin. Donc voilà, on a plusieurs bateaux, des IMOCA, l'Ultime SBR Lazartigue, un Ocean 50 Upwind. Donc ça, c'est la partie course au large. Mais on a organisé en 3 départements, donc la course au large, le département historique, la mobilité maritime. Tu peux passer sur les autres slides, Arnaud, si c'est possible. Voilà. La mobilité maritime, donc le département dans lequel je travaille, où là, on est en plein dans le sujet, dans le cœur du sujet du Sailing Café. Donc, on fait vraiment du transfert de technologie. Donc, on essaye de prendre tout le développement qui a été fait, tous les efforts et la matière grise qui a été utilisée ces 15-20 dernières années dans la course au large et transférer les technologies qui vont être utiles à décarboner le transport maritime vers du transport de passagers, du transport de marchandises, etc.
Et enfin, le dernier département qui est construction, parce qu'on a un grand atelier chez nous qui nous permet de construire des bateaux, des appendices, de faire du prototypage, tant pour la course au large que pour la mobilité maritime. On peut le voir sur le slide suivant, le premier projet concret qu'on a réalisé, prototypé, réalisé, mis au point et qui aujourd'hui navigue avec son propriétaire très régulièrement, c'est le catamaran électrique à foil qu'on a appelé le SCF, qui est un catamaran électrique de 12 mètres de long avec des foils totalement asservis et qui a une propulsion 100% électrique. Donc là, on a développé des briques technologiques qui viennent de la course au large, donc le foil, le contrôle de vol 100% asservi. Donc on n'a pas besoin de compétences spécifiques pour faire voler le bateau. Il suffit entre guillemets de pousser la manette des gaz et le bateau va voler de manière autonome. Et on en a profité pour développer en même temps une propulsion 100% électrique. Donc à la fois l'architecture électrique de fourniture de puissance et des moteurs électriques immergés. Donc ça, c'était un premier projet très concret qu'on a réalisé pendant plus de 2 ans pour le designer, le fabriquer et le mettre au point. Et le deuxième grande mission, deuxième axe sur lequel on travaille, c'est utiliser le vent pour se déplacer. Et le projet sur lequel on travaille depuis 2 ans et qui est maintenant en construction, en fin de design et en construction au chantier Hostal, c'est le trimaran Vela. Donc Vela, c'est un armateur qui veut transporter des marchandises depuis la France jusqu'aux États-Unis. Et donc on voit bien sur le slide suivant que on est vraiment dans le transfert de technologie, parce que donc on a les bateaux de course au large qui ont été développés pendant des années à l'image d'SVR Lasertig. Donc à la fois sur l'optimisation des matériaux, sur le développement des foils, le contrôle de vol, l'utilisation du vent pour aller le plus vite possible. Et on a utilisé ce savoir-faire pour du transport de plaisance comme le catamaran électrique, mais on travaille sur d'autres projets plus pour l'industrie maritime, comme l'image qu'on voit juste à côté, qui est un CTV, donc un crew transfert vaisselle, qui va amener les équipages et le matériel sur les plateformes éoliennes offshore pour assurer la maintenance opérationnelle de ces plateformes. Et donc là, l'idée, c'est encore d'amener le foil sur ces bateaux-là pour diminuer la traînée des bateaux et optimiser la consommation énergétique de ces bateaux. Donc ça, c'est pour la partie foil vol. Et l'autre image, c'est de transférer la technologie et le savoir-faire qu'on a à la fois technologique dans la fabrication, le design de gréement pour le transport maritime, donc pour le transport de marchandises, là, donc le projet Vela. Et là, c'est vraiment un dérivé on utilise énormément de savoirs architecturaux, en termes de design, en termes de routage. Donc, ce qu'Arnaud a présenté tout à l'heure, il y a vraiment toutes les briques, énormément de briques de la course au large qui sont transférées pour ce projet-là, qui est un projet, je le rappelle, 100% à la voile. Quand tu dis ça, quand tu dis ça, c'est vraiment les équipes qui ont pu travailler sur l'ultime SVR, qui aussi ont pu travailler sur les projets que tu présentes. Alors, c'est là où c'est l'intérêt et la volonté de Merconcept de faire du vrai transfert avec les mêmes compétences. C'est-à-dire que les équipes de course au large sont très occupées pour optimiser leurs bateaux et sont focus là-dessus. Mais nous, notre travail dans la mobilité maritime, c'est d'aller réussir à prendre ces compétences, à les amener vers les projets de mobilité maritime. On va parler par exemple de routage. Typiquement, on va aller solliciter les personnes qui chez nous font le routage de SVR, de Massif, de Upwind pour aller créer les outils et les routages qui vont être adaptés au transport maritime. Donc là, c'est vraiment du transfert de compétences et de l'adaptation de ces compétences-là pour que ce soit utilisable au transport maritime. Mais ça va être la même chose sur la gestion d'une grand voile, puisque sur SVR, on a une grand voile d'à peu près 300 mètres carrés. Sur Vela, on double cette surface-là. On arrive sur une grand voile qui va faire 600 mètres carrés.
Et donc, l'expérience des marins, des designers qui ont travaillé sur les ultimes est très, très précieuse pour aller designer et mettre au point le gréement de Vela. Donc oui, il y a un transfert réel et de la communication hebdomadaire, journalière pour aller changer et trouver les meilleurs process en design et en fabrication sur Vela. Mais comment ça se passe concrètement? Toi, tu arrives avec un projet de CTV, tu dis voilà, faut décarboner le CTV. Est-ce qu'on peut mettre des foils et tout le monde se challenge sur l'idée? Voilà, exactement. On dit bon bah voilà, on a fait ça sur tel bateau, ça on pourrait l'adapter facilement. On va faire du calcul de structure. Typiquement sur les foils, ça va être des sujets d'hydrodynamique, donc d'efficience, de réduction de la traînée. Et là, les mieux placés aujourd'hui, c'est ceux qui ont passé des années à optimiser les foils d'IMOCA, d'Ultime. Donc, on va aller chercher ces outils-là. On va parler aussi des simulateurs. C'est quelque chose de très utilisé aujourd'hui dans la course au large, mais aussi sur la Coupe de l'América, par exemple. Donc, les simulateurs qui vont simuler le comportement des bateaux sur leur foil, ça va permettre de gagner un temps très précieux dans le design et dans la mise au point, puisqu'on va pouvoir travailler sur le contrôle de vol à partir du simulateur avant de passer dans la vraie vie sur l'eau. Le CTV entier est mis en simulation, en géomnumérique, ou c'est seulement les calculs de structure sur la vertifoil? C'est exactement la même démarche, donc la démarche de design qui a été faite depuis 10-15 ans dans la course au large par les architectes et les teams. C'est qu'on va commencer par designer les foils eux-mêmes, donc pour déterminer les profils et les matériaux qu'il faut utiliser pour que le foil soit résistant et permette de voler. Et après, on va passer sur une phase de contrôle de vol où là, on va le bateau complet dans un simulateur pour valider le comportement et commencer à travailler très finement sur le développement du contrôle de vol, donc le développement informatique, le code qui va permettre de contrôler le bateau en vol. Je vois d'autres logos là, VPLP. Alors effectivement, sur le CTV, c'est un consortium qu'on a monté donc avec VPLP Design, donc cabinet d'architecture bien connu par tout le monde, Alwena Shipping, qui est une société d'ingénierie dans le shipping, donc qui apporte justement cette vision du transport maritime et du shipping, puisque nous, comme on le dit tout à l'heure, on est issu de la course au large et on a aussi besoin d'input de ce milieu-là, de ce monde-là, pour s'adapter à leurs besoins et répondre aux problématiques du shipping. Effectivement, il y a un petit monde dans le shipping, enfin dans le maritime, aussi de certification, de choses comme ça. Donc cet univers-là se rencontre bien avec les fans de prototypes et de laboratoires volants. C'est vraiment ça se rencontre bien, c'est passionnant de faire discuter ces deux mondes-là. C'est aussi un des plus gros défis pour sortir ces bateaux et les mettre en exploitation. C'est qu'il faut respecter des normes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser et de respecter dans la course au large, puisque dans la course au large, on est sur des règles de classe qui n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs ni les mêmes contraintes. Donc effectivement, c'est un des grands défis de ces projets de réussir à respecter les normes de l'OMI, des pavillons, pour que les bateaux soient tamponnés et puissent naviguer en tant que bateaux de marine marchande et pas juste des prototypes. D'accord. Tu avais d'autres slides après. C'est le projet Vela. Voilà, c'est un petit rappel sur le projet Vela qui est en cours. Du coup, la construction a commencé il y a maintenant un peu moins d'1 an. Donc c'est un bateau qui est fait pour transporter de la marchandise de la France vers les USA en moins de 15 jours, qu'on appelle le door-to-door, donc vraiment pour le client final, pour le chargeur. Donc la construction a commencé, elle va être livrée, le bateau va être livré mi-2026. Et l'objectif, c'est d'en lancer 4 autres à suivre en 2028. Et donc, Merconcept accompagne Vela en tant que partenaire technique depuis le début du projet, depuis le concept,
Maintenant, on accompagne Vela et Austral, donc le fabricant, le constructeur, le chantier, qui fabrique ce bateau en tant que bureau d'études extérieur et maîtrise d'ouvrage sur toute la partie qu'on appelle sailing system, donc toute la propulsion véhicule, le pont, le gréement, les voiles. Donc, c'est le suivi de la fabrication. Donc, mi-2026. C'est le design, puis le design, puis le suivi de la fabrication. Donc, un gros projet qui nous occupe beaucoup, puisque aujourd'hui, on a une équipe de six ingénieurs qui travaillent pratiquement à 80% chacun sur ce projet. Et comment ça se passe quand, justement, il y a une compétition qui arrive? On sait que dans les teams, tout le monde est un peu affairé, il va falloir déposer ses congés et doit être 100% à bloc sur le projet sportif. Là, du coup, les équipes, elles sont en dehors des projets d'écurie de course, j'imagine. Tout à fait. C'est un département qui est totalement autonome. Et comme je disais tout à l'heure, on va aller chercher point par point le besoin technique sur des points précis. Et là, c'est l'organisation de la société qui nous permet justement d'aller les chercher au moment où ils sont disponibles, puisque leur objectif à eux, c'est de faire des courses et de les gagner. Donc, on ne doit pas les perturber dans ces objectifs-là, parce que c'est leur métier et leur objectif. Alors après, c'était effectivement une belle image. Et voilà, c'est donc, il navigue, hein, si c'est effectivement un propriétaire. Ce bateau-là a été livré à son client donc aux États-Unis et il est utilisé en plaisance pendant la saison estivale parce qu'il navigue pas trop l'hiver. Et donc voilà, ils s'amusent avec pendant tout l'été pour suivre leur bateau, pour voler, pour montrer la technologie, et on les accompagne aussi pour continuer le développement parce que c'est une plateforme extraordinaire pour continuer à optimiser le foil, le contrôle de vol, parce que c'est des domaines sur lesquels on peut rechercher et optimiser sans fin. Et sur le CTV, vous avez réutilisé la techno de la propulsion sur les foils du bateau précédent? Exactement. Voilà, c'est vraiment une mise à l'échelle encore, parce que là, on parle d'un bateau de trentaine de mètres. Donc, on passe un step de plus où le catamaran électrique faisait 12 mètres de long, fait 12 mètres de long. Donc, on travaille sur la mise à l'échelle et aussi sur l'adaptation des matériaux, puisqu'on ne peut pas construire des foils de 9 mètres de large 100% en carbone, ce serait économiquement pas viable. Donc, on est obligé de travailler sur des nouveaux matériaux, des foils en acier, une propulsion qui va plutôt être hybride ou 100% hydraulique. Voilà, on a des nouvelles problématiques qui apparaissent pour mettre ces bateaux, les fabriquer et les mettre en exploitation. Okay. Aujourd'hui, ce bateau est à vendre? Non, aujourd'hui, ce bateau est un projet. On le propose à plein d'armateurs qui sont intéressés, mais on n'a pas encore lancé un bateau en production. Donc c'est au stade de projet. Je vais passer la parole à Fred Moreau. On va revenir à la présentation. Donc déjà, tu travailles avec Kairos, ouais. Et avec mon concept aussi. Non, un peu moins, pas encore. Oui, on travaille avec Kairos. En fait, nous, All Purpose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voilerie basée à Carnac. On est maintenant, on fêtera les 30 ans l'année prochaine de la voilerie. On est quasiment une équipe de 25 et notre cœur de métier, ça a été longtemps la course au large et la course au large et la croisière. Et depuis peu, on essaie de se concentrer aussi sur le transport maritime. Notre ADN, c'est vraiment le sur-mesure. Donc, on fabrique tout en France et on essaie vraiment d'adapter nos voiles, on va dire, aux demandes du client ou du coureur qui est en face de nous. Vos planchers sont basés où? Ils sont basés à Carnac, en fait, juste entre Carnac et la Trinité. On a 2000 mètres carrés, dont plus de 1500 mètres carrés de planchers. À proximité de cette concentration d'acteurs de la Bretagne Sud,
est utile. Ça vous a permis vraiment de se connecter aux différents projets, aux différents teams. Oui, clairement, c'est vrai que historiquement, la voilerie était basée à la Trinité, qui était un peu la mecque de la voile et de la course au large, on va dire, il y a une 20-25 ans. Maintenant, ça a un peu dérivé, on va dire, vers le Finistère, Port-la-Forêt. Ça se ressent depuis une dizaine d'années sur l'Orient. Donc, c'est vrai que la Bretagne Sud, pour ça, c'est vraiment comment dire, un écosystème basé sur la course au large assez important et un peu unique au monde. Donc en fait, nous, depuis maintenant 5 ans, on a engagé la voilerie dans une démarche RSE assez volontaire, en se basant sur la RSE, il y a plein de choses. Nous, on se base sur essentiellement 2 piliers, le bien-être au travail et la décarbonation un peu de notre activité, en tout cas la réduction de notre impact, parce que c'est vrai que la voile, elle véhicule des valeurs de sport propre. C'est le cas une fois que c'est construit. Ça l'est moins à la construction. Tous les matériaux des voiles, notamment, sont issus de la pétrochimie. Notamment dans la course au large, il y a une très grande consommation de voiles, voire une surconsommation pour certains projets. Donc du coup, on a travaillé sur améliorer notre outil de production, mais on s'est aussi concentré sur 2 choses. La fin de vie des voiles, parce que c'est vrai qu'une voile la durabilité déjà, et ensuite la fin de vie, une voile qui va durer 2 fois plus longtemps, elle va impacter 2 fois moins longtemps. Et en amont, on va dire, sur la matière première. Donc sur la fin de vie, c'est un peu le projet, le programme Second Souffle qu'on a mis. C'est en fait, on est parti du constat où, en partant déjà de nous-mêmes, chaque propriétaire de bateau, son garage, son hangar, son grenier, des voiles qui garde dans le cas où, parce que le bateau, il a vendu, il a oublié de vendre les voiles avec. Et souvent, ça traîne pendant des années et ça finit la plupart du temps à la déchetterie parce qu'on déménage ou parce qu'on a besoin de faire de la place. On s'était dit que sur cette grande quantité de voiles, il y avait sans doute des voiles qui pouvaient renaviguer, mais on pouvait refaire des choses avec. Clairement, on a mis ça donc en place sur le Morbihan il y a maintenant 2 ans. On est en train de le déployer un petit peu partout en Bretagne. C'est vrai que une voile, quand on la récupère, on a mis en place un réseau de collecte. Et une voile, quand on la récupère, on la catégorise en 3 cases, 3 catégories. Il y a les premières voiles qui sont encore bonnes à réutiliser, à renaviguer. On peut les mettre soit sur un bateau similaire, soit la recouper pour l'adapter à un nouveau bateau. La deuxième catégorie, c'est les voiles qui ne peuvent plus vraiment naviguer parce qu'elles sont vraiment trop abîmées et ça serait inutile, voire dangereux de les remettre sur des bateaux. Là, dans ces cas-là, on la démembre un petit peu, on la désosse, on récupère toutes les pièces qui peuvent resservir, les boîtiers de latte, les ferrures, les taquets, l'accastillage, et les zones de tissu où le tissu est encore en bon état ou en état correct, parce que c'est vrai que sur certaines voiles, notamment les génoissures en rouleur, en général, la chute et la bordure sont complètement morts, alors que le corps et le guindant de la voile sont en très bon état. Et donc, du coup, ces pièces de tissu-là, on a un petit secteur sellerie, à la voilerie, où on fait quelques pièces, mais c'est surtout auprès d'artisans locaux, en fait, dont le business model est de recréer des objets à partir de tissus réemployés. On va essayer, là, on devient fournisseur de ces artisans-là. Et la troisième catégorie, c'est quand on a justement, c'est le déchet des voiles de la deuxième case, soit des voiles qui sont vraiment trop abîmées pour ne plus rien en faire, notamment des voiles qui sont laminées. Là, on est à 150 mètres de la déchetterie. Donc, normalement, c'est destination déchetterie. Nous, on a pris le parti d'essayer de trouver une filière de recyclage. C'est assez compliqué. On est en discussion avec plusieurs industriels. Et l'une des premières questions que les industriels nous posent,
c'est quel est le flux, quelle est la quantité. Et on n'a aucune idée de ce qu'on peut leur répondre. Donc, pour l'instant, on stocke, on ne jette rien, on stocke et on envoie des échantillons à différents industriels pour essayer de trouver des solutions. Et du coup, on stocke pour essayer de quantifier le nombre de déchets qu'on pourrait avoir à retraiter. Décidément. Aujourd'hui, la collecte, c'est uniquement en Bretagne Sud. C'est quoi? Ça se caractérise par des bacs dans les ports ou des choses comme ça? Oui, alors à l'origine, on avait dans le Morbihan mis en place 9 points de collecte. Il s'est avéré qu'en fait, le principal point de collecte, c'était la voilerie. En fait, les gens viennent à la voilerie déposer leur voile. L'idée, pour le déployer, c'était d'essayer de trouver d'autres points qui sont un peu plus éloignés de la voilerie. Et donc, du coup, on a un réseau de voileries all purpose plutôt en Bretagne, mais aussi dans le sud de la France, qui deviennent points de collecte aussi et enrichissent, en fait, on va dire, la base de données. Le travail avec les recycleurs, il y a déjà des premières pistes ou c'est encore compliqué? Alors, il y a pas mal de pistes. Là, on vient d'envoyer hier 150 kilos de différents tissus, nylon, du tissu aspi, mais aussi du laminé, de la membrane, du dacron. Comment dire, un industriel qui va essayer de déchiqueter tout ça. Et faire le tri. Et de faire le tri, voilà, c'est ça. En fait, on imagine que sur du nylon ou du dacron, on n'a qu'une seule fibre. On devrait pouvoir trouver des solutions assez facilement. On a notamment, on avait discuté avec un industriel qui aussi fait des vêtements ignifugés de pompiers. Donc c'est du Kevlar traité, ce qui n'est pas très très loin des trucs qu'on emploie. Mais lui, du coup, il avait bougé, il avait trouvé une solution pour retraiter ces produits-là, parce qu'il a 3,5 tonnes par an en fait, à retraiter. Pour les laminés qui sont des sandwichs multi-composites, on se doute que ça risque d'être un peu plus compliqué. Malgré ça, il y a quand même pas mal de discussions ouvertes sur des solutions, soit vraiment sur du recyclage, soit vraiment sur du réemploi, même de tissus vraiment très détériorés. Les clients sont sensibles à votre démarche RSE. Est-ce que c'est un plus ou c'est un vrai argument quand ils viennent chez vous? On s'est rendu compte en fait que maintenant les gens ils viennent aussi à la voilerie pour acheter des voiles d'occasion, ce qui n'était pas du tout le cas avant ce programme-là. On vendait 1 à 2 voiles il y a 2 ans, on va dire. Là, ce qu'on peut voir sur la slide, c'est qu'en 1 an et demi, on a revendu quand même pas mal de voiles. C'est une centaine de voiles qui ont été vendues en 1 an et demi, ce qui représente en mètre carré, c'est la moitié d'un terrain de foot. Donc, l'inconnu aussi, parce qu'au début, on s'était dit on va limiter ça au Morbihan parce que on ne veut pas être l'antichambre de la déchetterie, en fait. Ça prend beaucoup de place et la déchetterie étant juste à côté, autant aller les amener directement là-bas. Et c'est vrai que sur un peu plus de 330 voiles expertisées, il y en a à peine 20 qui sont partis justement dans le stock déchets. Et l'immense majorité, c'est des voiles qui peuvent renaviguer. Mais en tout, c'est des projets. Oui, alors voilà, il y a différentes choses qui ont été faites. À gauche, là, c'est un projet d'un bateau scientifique sur lequel on a repositionné des voiles. Par exemple, la voile de misaine, c'est une GV de classe 40. La craquette, c'est un J2 de classe 40 aussi. La voile d'avant, c'est un petit Jenaker d'Imoca. Et donc, en fait, ces personnes-là sont venues vers nous et on leur a dit, ben voilà, si nous, on n'a pas ça en stock, cherchez auprès des équipes des écuries. Et si vous trouvez, ben, cette voile-là peut aller sur votre moto. On fera l'expertise, on verra l'état, on verra ce qu'on peut en faire, si elle donne encore à naviguer ou pas. Mais en tout cas, cette voile-là pourra aller sur votre moto.
La deuxième image, c'est un petit prao en fait où on a refait, on ne voit pas bien, mais c'est un morceau du Jennaker de Damien Seguin du Vendée Globe 2020. Et c'est exactement aussi sur l'autre photo, c'est aussi un morceau de Jennaker de Damien. C'est pratique, c'est assez grand, on peut faire pas mal de choses. Et une housse c'est une housse de surf de la société Notox. Et en fait, c'est un surf pliable. Voilà. Donc du coup, on leur a fait une housse qu'ils peuvent porter sur le dos. Donc, on a travaillé sur la fin de vie et du coup, avec le consortium de trois entreprises et un laboratoire, on a un projet Biotex. Donc, les trois entreprises, c'est la société Kairos, représentée par Étienne aujourd'hui, la société CLM, qui est un fabricant de membrane qui est basé à Najac, dans l'Aveyron. Et le laboratoire, c'est l'IRDL, le laboratoire de l'UBS, dirigé par Christophe Ballet, pardon. Un petit trou, qui est un des grands spécialistes en France de la fibre de lin. L'idée de ce projet, c'est de créer un tissé ou un laminé qui soit biosourcé au maximum et qui soit à terme recyclable ou compostable ou biodégradable. On a fait des premiers essais avec CLM en 2020 avec une GV de Figaro 3 qu'on avait mis à disposition d'Adrien Hardy, où on avait du coup remplacé les fibres aramides par de la fibre de lin à hauteur de 30%. On était sorti à isopoids et en termes de performance, ça ne l'avait pas empêché de faire une 4e place sur la solitaire. Donc on avait été assez content et encouragé, on va dire, par cette démarche-là. On a ensuite monté progressivement en taille de bateau sur du classe 40, sur d'autres 5X de We Explore de Romain Jourdain, pour arriver sur de l'IMOCA il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et enfin finir par le tour du monde, donc le Vendée Globe avec Damien Seguin sur le dernier Vendée Globe, avec une GV dont la teneur en fibre structurelle est de 50% en fibre de lin. La GV, donc il n'a eu aucun souci. On a fait une expertise de la voile très récemment sur le plancher. Et voilà, elle peut repartir. L'inconnu avant ce Vendée Globe-là, c'était pas tellement la performance, parce que ça, on l'avait éprouvé, mais c'était vraiment la durée de vie. On allait sur le Vendée Globe assez serein, parce que sur une GV précédente pour Damien, on avait fait 4 transats plus un val d'entraînement. Mais là, en tout cas, ça tient presque mieux même que certains de voiles de nos confrères. Il a gardé sa GV ou elle va quand même la changer? Je pense que du coup, il a 2 grands voiles maintenant en fibre de lin qu'il va revendre avec son bateau. D'accord. Je pense que le prochain propriétaire n'a pas besoin de changer de grand voile tout de suite. Effectivement, il y a le sel avec les chiffres. Voilà, et c'est des voiles un peu prototypes qu'on a pu faire. On avait fait aussi un Solène de mini-transat en 2021. On a fait aussi une GV d'IMOCA pour les petits dodos qui va mettre à l'eau très très prochainement. Et en 2025, on a changé de fibre naturelle. Le lin, en fait, je pars sous le contrôle d'Étienne, mais le lin a un inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de demandes au niveau mondial, et du coup, il y a une spéculation au niveau du cours du lin qui dépend essentiellement de la quantité, de la qualité de la récolte, en quantité et en qualité. Et du coup, on a essayé de travailler avec l'ortie. Alors, on dit qu'il n'y a pas de culture, donc on a aussi été obligé de créer une culture. L'avantage, c'est que l'ortie est fertilisant un petit peu pour le sol, ça réazote le sol, et donc du coup, pour les agriculteurs qui ont des parcelles à mettre en jachère, en fait, planter de l'ortie, on revient à
pour fertiliser, entre guillemets, le sol. Mais du coup, il faut créer aussi une filature. Donc, on est vraiment pour l'instant dans une expérimentation à toute petite échelle. Mais ça nous a permis quand même de faire plusieurs voiles. On a un jeu de voile en Tricat 850 qui vient d'être dévoilé, on va dire, il y a 2 jours au salon du multicoque à la Grande Motte. Et on a fait des voiles d'Open 750. On s'en est servi le week-end dernier pour faire le SPI West France. Et donc, du coup, on était justement avec des équipages d'Esmer Lazartique, de cours populaires, donc avec un niveau de performance quand même très élevé. Et on a pu faire 3e avec ces voiles-là, donc c'est une vraie satisfaction. Et la fibre d'ortie présente un peu les mêmes caractéristiques que le lin, ou c'est encore un nouveau matériau? C'est un nouveau matériau, encore une fois, je pense que Étienne peut compléter. Mais en fait, ça nous permet surtout de faire la fibre est moins sèche, donc un peu moins de résine pour en coller, et ça nous permet aussi de faire des fils plus fins. D'accord. Donc là, on passe de la course au large à l'agriculture, si je comprends. Ouais, c'est ça. Okay. Très bien, merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. On va regarder s'il y a des questions. Alors, Jérôme, pour le purpose, justement, sur la voile, le chip d'ortie, donc aperçu sur les bateaux TMS au West France. Bah, tu en as dit un peu plus, c'est bon. Oui, alors, effectivement, je ne sais pas s'il l'a vu de près, mais c'était marqué sur la voile. On était avec 65% de fibres structurelles d'ortie dans la voile. Donc, on arrive vraiment à quelque chose de biosourcé de façon assez importante. Alors, il y a une question sur un Morito d'ITB. Je vous mettrai, Jérôme, un lien. Des bateaux de plaisance équipés des pneus électroniques. Alors, ça, c'est juste le choix des plaisanciers d'acheter les pneus Michel, il n'y a pas de problème. Étienne, par rapport aux différents projets qui ont été présentés tout à l'heure, Kairos, et finalement, on vous a vu un peu sur les 2 présentations d'Antoine et de Fred. Tu avais un complément d'information à apporter par rapport justement au savoir-faire de Kairos vis-à-vis de ces projets-là? Bah, ce qui est intéressant, c'est nos compétences nous permettent justement de travailler au final des innovations qui sont issues de la course au large, et nous on arrive à s'en servir, en tout cas, de cette expérience-là pour travailler vers d'autres secteurs. Je pense à l'allègement, on va dire, de structure. Si on regarde l'automobile, le secteur de l'automobile, ils vont vraiment se focaliser sur la partie utilisation qui est la plus contributrice. Et donc, on arrive à leur proposer des matériaux très légers, des technologies de mise en œuvre qui, en fait, sont issues de la course au large. Donc, le transfert ne se fait pas. On dit souvent qu'il se fait souvent de l'aéro vers la course au large, mais là on voit qu'il y a des choses qui viennent même de la coupe et qu'on arrive voilà, avec des matériaux hyper légers, intégrant ou non des fibres végétales, mais c'est vraiment cette richesse de différents projets qui nous déjà nous permet d'implémenter nos bases de données et de progresser. C'est vrai que l'allègement, c'est un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, mais finalement, les fois, ça sert à alléger le bateau. Et puis, c'est vrai que c'est une obsession des skippers d'alléger au maximum leur bateau. Et oui, c'est intéressant de se dire que finalement, dans d'autres domaines, l'industrie, l'aéro, l'allègement permet aussi de faire des économies de matériaux, de consommation de carbone. Tout à fait. L'avenir, on voit bien la course au large, elle
c'est pas qu'on arrive au bout, mais est confronté à un problème d'impact. Les prochaines règles du Vendée Globe poussent à encore plus faire des économies d'impact, travailler sur l'énergie à bord. Est-ce que vous pensez que c'est le fait de jouer sur les règles nous pousse justement les équipes à encore innover et encore avoir des solutions qui pourront s'exporter dans d'autres domaines? Est-ce que les règles, pour vous pensez que c'est un bon levier? Ouais, c'est un bon levier. Maintenant, ça, pour nous, je trouve que ça va suffisamment loin. C'est vrai que notamment la classe IMOCA a été assez précurrent, enfin, en avance, pardon. Je peux pas le bon mot, mais en avance, mais les comment dire, les contraintes sont assez faibles en fait. Et nous, on a pris le parti de dire on n'attend pas la contrainte, on n'attend pas la règle. Il faut essayer de démontrer que c'est possible de faire différemment, de faire un peu moins impactant. Donc voilà, mais oui, c'est sûr, comme on dit, il faudra que les classes, que les coureurs, les partenaires essaient d'imposer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on a ça. Non, je rejoins totalement Fred. Après, c'est génial de faire des pas en avant. Il y en a qui diront que c'est pas assez, d'autres que c'est trop. On voit qu'il y a de tout. All Purpose qui prend un chemin vraiment qui va jusqu'au bout de la démarche, en espérant que derrière ça puisse faire avancer la classe IMOCA par exemple pour aller plus loin. L'important c'est la démarche et de se mettre des objectifs aussi et d'essayer de les atteindre. C'est aussi une démarche de course et de performance de se fixer des objectifs et de tout faire pour y arriver. On aimerait tous que ça aille plus vite. On a plein d'idées. Il y a aussi des problématiques de financement, des problématiques économiques derrière. Donc, il faut aussi réussir à vendre ces produits pour pouvoir les développer encore plus et aller plus loin dans la recherche. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire, effectivement, et la recherche de performance n'est pas incompatible avec la recherche d'efficacité et d'impact, comme on l'a vu. Je disais hier sur une autre conférence, c'est sans doute le sport le plus engagé sur ces domaines-là, parmi tous les autres sports. Et c'est vrai que ça avance quand même beaucoup. Il y a beaucoup de projets comme les vôtres, et donc félicitations pour votre engagement. Et pour les personnes qui souhaitent vous contacter, je pense que vous avez déjà tous au moins sur LinkedIn. Étienne a perdu sa connexion, donc je vous remercie. C'était bon, la technique, ça ne va pas aujourd'hui, mais j'espère qu'à distance, vous avez pu profiter de ce temps de présentation. Donc, merci à Étienne, merci Antoine, merci à Fred d'être venu jusqu'à Saint-Malo. Je vous souhaite une bonne journée. Le prochain Selling Café sera un petit peu moins décarboné puisqu'on parlera d'aéronautique et notamment d'accès alors, il y avait une question dans la salle. Allez-y. Un projet de Marc Tercelin pour le Vendée Globe 2028. Est-ce que si le pari est réussi, ça pourrait influencer les 3 entreprises pour accélérer la décarbonation dans le secteur que vous proposez? Oui. Après, c'est vrai que pour l'instant, c'est le projet de Marc, ce n'est qu'un projet, mais c'est sûr que nous, on suit ça de près. On est en contact avec, alors pas avec Marc directement, mais avec Gilda Plessis, l'architecte. Évidemment, un bateau qui sera bien moins impactant en termes de carbone, on va dire. Ça va dans la bonne voie. C'est intéressant et on sera ravis d'échanger avec lui et voir de travailler avec lui. Dans ces cas-là, vous pouvez apprendre à contact avec les autres en suivant ça. Quand c'est assez libre, après, on peut partager des connaissances, ou c'est très simple pour certaines entreprises. Non, là-dessus, c'est assez ouvert. Oui, on voit rien que dans ces 3 sociétés, elles collaborent. Ce sont des sociétés assez ouvertes, même si des fois il y a des règles de confidentialité. Mais pour travailler en commun, c'est une des particularités de cette filière, c'est que les gens sont très curieux et donc en général leur porte est ouverte.
Donc, je finis mes remerciements. Et donc, le prochain Selling Café sur l'aéronautique, les certifications, on vous donnera toutes les clés pour vous adresser à ce marché-là quelques semaines, jours avant le Salon du Bourget, le grand rendez-vous de l'aéro au mois de juin à Paris. Merci. Je vous souhaite à nouveau une bonne journée. Merci Antoine, merci Fred, et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci pour votre patience. Désolé pour les techniques. On a prévu un petit café, donc il y a ma collègue Audrey qui a des tickets qui nous permettent d'aller au bar prendre un café et un petit réconfort. Ah, quelle aventure! Bon, Bon, écoute, j'espère qu'à distance ça a été. super bien événement.